-20 °C. À une telle température, le fer de l'armure brûle la peau comme du charbon ardent. Et chaque inspiration emplit les poumons d'aiguilles de glace. Un seul faux pas sur une pente montagneuse verglacée peut coûter la vie non seulement à un soldat isolé, mais à toute une unité, liée par une responsabilité collective. Le craquement de la neige, sous des milliers de pieds, résonne comme le broyage d'os gigantesques. Et ce son était le seul compagnon des légions romaines lors de leurs expéditions les plus folles vers le nord. Mais le pire ne se produit pas sur le corps, recouvert d'une tunique de laine et d'une armure segmentée, mais sur les pieds qui touchent la terre gelée. Lorsque les orteils noircissent et se nécrosent en quelques heures de marche, la plus grande armée de l'Antiquité risque de se transformer en une foule d'éclopés impuissants, incapables même de se tenir debout, sans parler de maintenir la formation. Comment les Romains, nés sous le soleil brûlant de l'Italie, ont-ils pu conquérir les déserts de glace de la Bretagne et de la Germanie sans perdre leurs pieds face à l'élément impitoyable? La réponse réside dans un détail d'équipement apparemment insignifiant, dans une technologie ingénieuse de traitement du cuir, dont le secret a permis à Rome de tenir là où des civilisations entières périssaient. Nous dévoilerons entièrement ce secret, mais nous devons d'abord comprendre la catastrophe à laquelle ils ont été confrontés. Dans l'histoire ancienne de Rome, la guerre était une activité exclusivement saisonnière, soumise au rythme de l'agriculture et de la météo. Dès les premières gelées sérieuses, généralement en octobre, les opérations militaires cessaient et les légions rentraient chez elles, vers leurs foyers chaleureux, pour passer l'hiver en sécurité. L'historien Tite Live indiquait clairement dans ses écrits que faire la guerre en hiver était alors considéré comme une folie, contraire à la nature même et à la volonté des dieux, car les généraux comprenaient le risque de perdre une armée sans la moindre bataille. Cependant, les ambitions de Rome grandissaient, les frontières s'éloignaient de plus en plus de la chaleur méditerranéenne. Et bientôt, les légionnaires se retrouvèrent au pied des Alpes et dans les forêts épaisses de Germanie, où les anciennes règles ne fonctionnaient plus. Les ennemis de Rome, les tribus barbares du Nord, utilisaient l'hiver comme un allié, attaquant précisément lorsque les Romains étaient les plus vulnérables et aspiraient à la chaleur. Pour survivre et vaincre, la machine de guerre romaine dut accomplir l'impossible et apprendre à se battre toute l'année, malgré les tempêtes de neige et le vent glacial. Le principal problème devint la chaussure, qui convenait parfaitement aux routes pierreuses du sud, mais se transformait en instrument de torture dans le nord. Ces sandales militaires légendaires, dotées d'une épaisse semelle multicouche et d'un système complexe de lanières enveloppant le bas de la jambe, étaient appelées caligae. C'est de ce mot qu'est issu le surnom de l'empereur Caligula, qui a grandi dans un camp militaire, et qui signifie « petite botte ». Mais pour le simple soldat en Germanie, les caligae devinrent une source de tourment. La conception des caligae prévoyait des orteils ouverts et des fentes de ventilation, ce qui était une bénédiction par une chaleur de 40 degrés, mais dans le gel, cela signifiait un contact direct de la peau avec l'air glacé et la neige. Les découvertes archéologiques à Vindolanda, un fort romain dans le nord de la Bretagne, montrent que les semelles de ces sandales étaient cloutées de fer pour une meilleure adhérence au sol. Le métal des clous, traversant le cuir de la semelle, agissait comme un excellent conducteur thermique, aspirant littéralement la chaleur des pieds du soldat et transmettant le froid directement jusqu'aux os. Imaginez la sensation de vous tenir pieds nus sur de la glace, avec 80 petites aiguilles de glace s'enfonçant dans votre talon, et cela pendant 10 heures d'affilée. Les chroniques antiques nous ont conservé des témoignages terrifiants de ce qui arrivait aux troupes non préparées dans les rigueurs de l'hiver. Tacite, dans ses annales, décrivait les campagnes en Arménie et en Germanie, où la terre était si durement gelée qu'il était impossible de l'ouvrir à la pelle pour ériger un rempart défensif sans la réchauffer préalablement par des feux de camp.
Il mentionnait des cas où des sentinelles, postées, gelaient à mort en position verticale, continuant de serrer leurs lances dans leurs mains engourdies, telles des statues de glace. Un autre auteur romain écrit à propos de soldats dont les doigts et les orteils tombaient à cause des gelures en pleine marche, mais la discipline leur interdisait de s'arrêter ou de quitter le rang sous peine de mort. L'armée romaine était confrontée à un ennemi qu'on ne pouvait transpercer d'un pilum ni trancher d'un gladius, un ennemi qui pénétrait sous la peau et tuait lentement et douloureusement. Le commandement des légions comprenait que s'il ne changeait pas son approche de l'équipement, l'Empire perdrait ses meilleures troupes non pas dans de glorieuses batailles, mais dans de sales congères, au bout du monde. Le général Corbulon, menant ses troupes à travers les cols montagneux d'Arménie, marchait personnellement parmi les soldats tête découverte, démontrant sa résilience. Mais même son exemple ne pouvait réchauffer les pieds gelés des légionnaires. Une solution technique radicale était nécessaire, qui transformerait le pied vulnérable en un mécanisme protégé, capable de fonctionner dans des conditions extrêmes. C'est à ce moment précis de l'histoire que commence la transformation de l'équipement militaire romain, le passage des traditions méditerranéennes ouvertes au pragmatisme austère du Nord. Les légionnaires commencèrent à expérimenter avec les matériaux disponibles, bourrant leurs sandales de laine et de feutre, tentant de créer ne serait-ce qu'une mince couche isolante entre la chair vivante et le froid mortel du fer. Ces tentatives désespérées de survie furent le premier pas vers la création de chaussures d'hiver spécialisées qui allaient changer à jamais l'apparence du soldat romain. Le processus d'adaptation fut douloureux et long, taillé par des milliers de membres amputés. Mais il était nécessaire à la survie de l'Empire. Des nuages gris, gonflés d'humidité, planent bas au-dessus de la palissade du camp. Et dans l'air flotte une odeur lourde et écœurante, impossible à confondre avec une autre. L'odeur de milliers de corps non lavés et de laine mouillée, mêlée à la fumée âcre des feux de camp. Lorsque la Légion s'arrête pour hiverner, la principale valeur n'est ni l'or pillé dans les temples, ni même le vin, mais les ballots de tissu brut et non traités que les intendants déchargent des charrettes gelées. Dans des conditions où le métal de l'armure aspire la vie du corps, chaque couche de tissu entre la peau et l'acier devient la frontière entre la vie et la mort. Mais comment transformer une armée habituée à marcher genoux nus sous le soleil en une force capable de survivre dans des congères plus hautes qu'un homme? La machine militaire romaine a répondu à ce défi avec sa précision bureaucratique habituelle, en lançant peut-être la plus vaste opération de ravitaillement en vêtements chauds de l'histoire de l'Antiquité. Les fouilles archéologiques dans la forteresse de Vindolanda ont offert au monde des tablettes de bois uniques sur lesquelles sont gravés à l'encre les suppliques de rudes guerriers à leurs familles. Et ces textes sont imprégnés non pas d'un pathos héroïque, mais d'un tremblement dû au froid. Dans l'une de ces lettres, un soldat remercie ses proches pour le colis, énumérant ce qu'il a reçu. « J'ai reçu de toi une paire de chaussettes, 2 paires de sandales et 2 ensembles de sous-vêtements. » Ces articles en laine ou en feutre, portés sous les chaussures ou directement sur le pied, étaient appelés udones. Les udones n'étaient pas tricotés au sens moderne du terme, car la technologie du tricot aux aiguilles n'était pas encore répandue. Ils étaient cousus à l'aiguille, à partir de morceaux de tissu ou feutrés à partir de laine, créant un cocon dense et imperméable pour le pied. Ce n'était pas seulement un vêtement, mais une armure douce contre le gel, qui, cependant, se mouillait rapidement dans les sandales ouvertes, se transformant en une compresse glacée. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut réaliser que la laine mouillée perd ses propriétés chauffantes presque instantanément par temps de gel s'il n'y a pas de couche protectrice externe. Les légionnaires tentaient de compenser cela en utilisant d'impressionnantes quantités de graisse dont ils s'enduisaient les pieds avant d'enfiler les oudones. Le médecin romain Galien recommandait d'utiliser du sein doux ou de la graisse d'oie, créant sur la peau un film hydrofuge qui retenait la chaleur corporelle interne.
Ce mélange de graisse, utilisé pour graisser les essieux des charrettes et protéger la peau des gelures, était appelé axungia. Imaginez le légionnaire, assis près du feu, frottant cette substance rance et malodorante sur la peau gercée de ses pieds, sachant que cette fine couche de graisse est la seule chose qui sépare ses orteils du noircissement et de la gangrène lors de la patrouille du lendemain. L'Axungia était une ressource stratégique. Sans elle, la peau se desséchait et se fendait dans le froid jusqu'à la chair, transformant chaque pas en torture. Mais la protection extérieure n'était qu'une moitié de l'équation. Pour que le corps puisse générer de la chaleur dans le froid infernal, il fallait un carburant d'une nature totalement différente des céréales et légumes habituels. Le commandement romain a révisé la ration des légionnaires aux frontières nord, augmentant fortement la proportion d'aliments hypercaloriques capables de maintenir la combustion interne chez le soldat. La graisse de porc salée, qui était distribuée aux soldats comme ration enrichie pendant l'hiver et les travaux pénibles, était appelée l'aridum. Ce n'était pas un plat raffiné pour les festins, mais une énergie concentrée, des morceaux de graisse pure que les soldats mâchaient en marchant ou cuisinaient dans la soupe pour obtenir la force de ne pas mourir de froid pendant leur sommeil. 3000 kilocalories par jour, c'est ce que, selon les estimations des diététiciens modernes, un légionnaire devait consommer simplement pour maintenir sa température corporelle dans une forêt hivernale, sans parler de mener le combat. Cependant, ni les udon épais, ni les couches d'axungia, ni le laridum calorique ne pouvaient résoudre le problème fondamental de la conception de la chaussure. La caliga ouverte, même portée sur 3 chaussettes de laine, restait une passoire à travers laquelle l'eau et la neige pénétraient à l'intérieur, annulant tous les efforts d'isolation. Les soldats commencèrent à modifier eux-mêmes leurs sandales, cousant les fentes de ventilation avec des morceaux de cuir coupés de vieilles tentes ou de sacs, créant des hybrides laids mais fonctionnels. Ces modifications artisanales, trouvées par les archéologues dans les couches du 1er siècle de notre ère, témoignent d'une révolution silencieuse qui se déroulait dans les ateliers de Légion la nuit. Les guerriers comprenaient que l'uniforme réglementaire ne les sauverait pas et prenaient les choses en main, rompant l'uniformité au nom de la survie. Les commandants fermaient les yeux sur l'apparence non réglementaire de leurs subordonnés, comprenant qu'il valait mieux avoir un soldat vivant avec des chaussures étranges qu'un soldat mort dans l'uniforme requis. Ainsi, par essais et erreurs, à travers la douleur et les gelures, naissait la compréhension qu'une conception fondamentalement nouvelle, enveloppant le pied entièrement comme une seconde peau, était nécessaire pour le Nord. Progressivement, du chaos de l'improvisation des soldats, les contours de la solution même, qui deviendrait la norme pour les siècles à venir, commençaient à se dessiner. L'an 101 de notre ère. Les rives du Danube sont prises par une glace si épaisse que des chariots chargés peuvent y passer, et le vent soufflant des Carpates arrache la peau du visage. C'est ici, à la frontière du monde civilisé et de la Dacie barbare, que se produit une révolution silencieuse mais fondamentale dans l'art militaire romain, dont les traces sont à jamais figées dans la pierre. Si l'on observe attentivement la spirale de la colonne Trajane à Rome, cette majestueuse bande dessinée de marbre de l'Antiquité, on peut remarquer un détail surprenant. Au début de la campagne, les légionnaires sont représentés avec leurs caligae ouvertes habituelles, mais plus la guerre progresse vers le nord, plus une chaussure complètement différente apparaît à leurs pieds. Les ingénieurs et cordonniers romains, confrontés à la dure réalité de l'hiver dace, commencèrent la production de masse d'une conception fondamentalement nouvelle, destinée à isoler hermétiquement le pied de l'environnement extérieur. Ce fut le moment où l'esthétique et les traditions cédèrent devant la nécessité cruelle de la survie, et les élégantes lanières furent remplacées par un cocon de cuir continu. Cette nouvelle chaussure était une botte haute, couvrant entièrement le pied jusqu'à la cheville, et, contrairement aux sandales, n'avait aucune découpe au niveau des orteils ou du talon. Ces bottes militaires fermaient,
lacés sur le devant et épousant étroitement le pied, furent appelés campaghi dans la tradition romaine tardive. Le secret des campaghi résidait non seulement dans leur fermeture, mais aussi dans leur méthode de coupe. Souvent, la partie supérieure de la botte était découpée dans une seule pièce de cuir, ce qui minimisait le nombre de coutures. Chaque couture est un point potentiel d'infiltration d'eau glacée et un point de rupture sous des contraintes extrêmes, de sorte que la réduction de leur nombre rendait la chaussure pratiquement monolithique. Imaginez la sensation d'un soldat qui échange pour la première fois des sandales balayées par tous les vents contre un étui en cuir dense et graissé. C'est comme passer d'une cabane à une maison en pierre au milieu d'une tempête de neige. Cependant, la création de milliers de paires de ces bottes devint un véritable cauchemar logistique, nécessitant la mobilisation des ressources de provinces entières. La fabrication d'une seule paire de campaggi de qualité exigeait un cuir traité d'une manière spéciale, différente de celle utilisée pour les sandales légères. Le processus de saturation du cuir avec des tanins végétaux, de l'écorce de chêne et de la lin, qui rendait le matériau résistant à la pourriture et à l'eau, était appelé tannage. Dans les tanneries dispersées le long du Rhin et du Danube, le travail ne s'arrêtait ni jour ni nuit. Des cuves de liquide caustique fumaient dans le gel, et des artisans aux mains bleues préparaient les peaux de milliers d'animaux abattus. Selon les estimations des historiens modernes, le chaussage d'une seule légion de 5000 hommes nécessitait un troupeau de plusieurs milliers de bovins. La guerre contre les barbares se transforma en une guerre de ressources, où la capacité de transformer rapidement un troupeau de vaches en 5000 paires de bottes d'hiver était plus appréciée que l'adresse des archers. Mais le cuir n'était qu'une moitié du succès. La deuxième innovation clé fut la semelle, qui devait fonctionner dans des conditions où le cuir ordinaire se transformait en ski glissant. Les Romains perfectionnèrent le système de crampons, les rendant plus massifs et plus longs pour les conditions hivernales, transformant la semelle des campaghi en l'équivalent des crampons d'alpinisme modernes. Les clous de fer à tête hémisphérique ou conique, qui garnissaient la semelle des chaussures militaires romaines, étaient appelés clavarium. Dans la version hivernale des campaghi, le clavarium remplissait une double fonction. Il s'agrippait non seulement à la glace, empêchant la formation de glisser, mais il soulevait également la semelle de cuir de quelques millimètres au-dessus de la terre gelée. Cette minuscule couche d'air entre la semelle et le sol glacé, créée par les têtes des clous, agissait comme un isolant thermique supplémentaire. Le bruit de milliers de bottes cloutées sur le sol gelé de Dacie résonnait comme le grondement d'une avalanche imminente, annonçant aux ennemis que Rome avait trouvé un moyen de vaincre même l'hiver. La transition vers les campaghi modifia non seulement le confort des soldats, mais aussi la tactique de combat, permettant aux légions d'effectuer des manœuvres là où cela était auparavant considéré comme impossible. Désormais, l'infanterie romaine pouvait poursuivre les Daces en retraite dans la neige profonde, sans craindre de laisser la moitié de ses effectifs gelés sur le bord de la route. Les archéologues trouvent des vestiges de ces chaussures dans les coins les plus reculés de l'Empire, et l'analyse du cuir révèle des traces d'imprégnation intensive d'huile et de cire. Cela indique que l'entretien des campaghi était devenu une partie du rituel quotidien, tout aussi important que le nettoyage des armes. Le soldat savait que si le cuir se desséchait et se fissurait, le froid trouverait un chemin vers ses orteils. L'introduction des bottes fermées fut un tournant dans l'histoire de l'expansion romaine, un triomphe technique qui permit aux légions de s'aventurer au-delà de leur zone de confort climatique. Mais la nature du Nord réservait aux Romains une épreuve que même les bottes les plus sophistiquées ne pouvaient surmonter. Une épreuve où le principal ennemi était la terre elle-même sous leurs pieds. L'hiver de l'an 101 de notre ère transforma le Danube en un pont de glace, par lequel la mort arriva sur les terres romaines sans attendre le printemps. Le roi Dace Décébal, comprenant que la machine romaine ne pouvait être arrêtée dans une bataille estivale équitable, paria sur le général Hiver
et lança sa cavalerie alliée des Roxolans directement à travers le fleuve gelé dans la province de Mésie. Le bruit sourd de milliers de sabots sur la glace du grand fleuve s'entendait à des kilomètres, et ce son aurait dû être le glas des garnisons romaines, enfermées dans leur fort par les congères. Les barbares s'attendaient à voir des méridionaux gelés et démoralisés, incapables de maintenir la formation sur la glace glissante. Mais ils ignoraient que les légions avaient déjà achevé leur évolution. L'empereur Trajan, apprenant l'invasion, accomplit un acte contraire à tous les canons de la guerre antique. Il mit l'armée en alerte et la mena à la rencontre de la tempête, là où la température chutait si bas que les oiseaux gelaient en plein vol. C'est lors de cette marche folle que le nouvel équipement passa son baptême principal par le sang et la glace. Pour protéger leurs jambes au-dessus de la botte, les Romains, passant outre leur fierté impériale, adoptèrent massivement ce qu'ils avaient considéré pendant des siècles comme le vêtement des sauvages et des esclaves. Ces pantalons de laine épais, atteignant les genoux ou les chevilles et rentrés dans les nouvelles bottes fermées, étaient appelés braccae. Pour un sénateur romain conservateur, la vue d'un légionnaire en pantalon était une insulte aux traditions, car la toge et la tunique étaient les symboles de la civilisation, et le pantalon un signe de barbarie. Mais dans les congères de Dacie, l'esthétique céda la place à la physiologie. Les braccae, portés avec les campaghi, créaient un système hermétique, conservant la chaleur des artères et empêchant les muscles des jambes de se refroidir jusqu'aux crampes. Le soldat romain se transforma en une ressemblance visuelle de son ennemi afin de le tuer. Le point culminant de ce drame hivernal fut la bataille d'Adam-Clysie, où les légions affrontèrent une avalanche de Daces et de Roxolans dans des conditions où toute autre armée aurait été menacée de périr d'hypothermie avant même le début de l'affrontement. Les sources historiques décrivent le chaos de ce jour. La lourde cataphracte des Roxolans, bardée de bronze, s'élança sur la glace et les pentes enneigées, espérant écraser l'infanterie romaine par une charge bélier. Et c'est là que la caractéristique cachée des chaussures romaines, à laquelle personne n'avait pensé sous la chaleur de l'Italie, fit son œuvre. Les crampons clavarium sur les semelles des campaggi, mordant dans la croûte de glace, transformèrent chaque légionnaire en un monolithe indestructible, tandis que les chevaux des ennemis glissaient et se brisaient les jambes, transformant l'attaque de cavalerie en un amas de corps qui se débattaient. Les Romains tinrent bon, comme enracinés dans la glace, et hachèrent méthodiquement l'ennemi glissant, teignant la neige blanche de pourpre. Le prix de cette victoire hivernale fut effroyable. Les fouilles archéologiques près du trophée de Trajan à Adam-Clysie indiquent que les Romains perdirent environ 4000 hommes tués et blessés. Ce furent des pertes colossales pour une armée victorieuse, et beaucoup de ces décès furent causés non pas par les lames ennemies, mais par l'hypothermie des blessés, qui mouraient de choc dans le froid avant que les médecins ne puissent les atteindre. Mais la Légion tint bon. La supériorité technique, sous forme de bottes fermées et de pantalons chauds, permit à Rome de faire l'impossible. Reprendre l'initiative stratégique pendant la saison morte. Trajan prouva au monde entier que la Légion était désormais dangereuse en toute saison. Et ni la neige ni la glace ne servaient plus de protection aux ennemis de l'Empire. Cependant, une fois la bataille calmée et l'adrénaline retombée, les survivants furent confrontés aux conséquences de leurs limites physiques que même la meilleure chaussure en cuir ne pouvait compenser entièrement. Le silence qui s'abattit sur le champ de bataille d'Adam-Clysie était plus effrayant que le fracas du combat, car on n'y entendait distinctement que les gémissements des blessés et le craquement du sang qui gelait. Une fois l'adrénaline retombée, des milliers de légionnaires, debout parmi les cadavres des Daces, réalisèrent soudain que leur principale bataille n'était pas encore terminée, car le gel commençait sa moisson parmi ceux qui avaient cessé de bouger. La victoire était acquise, mais le commandement romain
était désormais confronté à la question du prix. L'initiative stratégique valait-elle des milliers de soldats estropiés par le froid, incapables de tenir un bouclier? L'empereur Trajan, passant devant les rangs de ses combattants, ne voyait pas seulement le triomphe de la volonté, mais le résultat d'une expérience grandiose, avec l'équipement qui, malgré les conditions effroyables, avait permis de maintenir le noyau de l'armée opérationnelle. C'est précisément pendant ces heures, lorsque les médecins coupaient les bandages gelés collés aux plaies, qu'il devint clair que les nouvelles chaussures d'hiver et les pantalons chauds avaient accompli un miracle, empêchant l'extinction totale des légions qui semblait inévitable une génération auparavant. Cependant, même le meilleur cuir ne pouvait pas sauver tout le monde, et le camp se transforma en une gigantesque chaîne de sauvetage des membres. L'hôpital de campagne spécialisé, qui était un complexe sophistiqué de tentes ou de structures en bois avec des salles d'opération et des chambres d'isolement pour les malades, était appelé Valetudinarium. Dans les conditions hivernales, les Valetudinaria, près d'Adamclici, travaillaient à plein régime. Il n'y avait pas de place pour le repos, seulement une succession interminable d'amputations et de pansements. Les découvertes archéologiques d'instruments chirurgicaux de cette période, scie à os, scalpel et sonde, témoignent du niveau élevé de la médecine de campagne, mais elles racontent aussi une histoire de douleur insupportable. L'odeur dans ces tentes était un mélange de fer chaud, de vinaigre utilisé pour la désinfection et de l'arôme douceâtre de la gangrène, qui hantait les survivants dans leurs cauchemars jusqu'à la fin de leur jour. Les médecins, travaillant à la lumière des lampes à huile, comprenaient que chaque orteil sauvé sur le pied d'un soldat était le résultat du travail de ces Campaggi même, qui avaient absorbé le premier choc des éléments. Les statistiques des pertes de cette campagne, bien que n'ayant pas été conservées dans des registres précis, sont reconstruites par les historiens comme un tournant. Le nombre de gelures diminua drastiquement par rapport aux expéditions hivernales précédentes à travers les Alpes. Si à l'époque d'Hannibal ou des premières escarmouches avec les Germains, perdre la moitié de l'effectif à cause du froid était considéré comme normal, les Romains perdaient désormais des hommes principalement à cause des armes de l'ennemi, et non du climat. Ce fut une victoire de l'ingénierie sur la nature. La campagne de 101-102 prouva qu'un homme correctement équipé pouvait fonctionner dans un environnement hostile à la vie elle-même. Les prisonniers daces, menés à travers les cols enneigés, regardaient avec horreur leurs geôliers. Les Romains, dans leurs bottes fermées et leurs pantalons, leur semblaient des démons insensibles au froid, des êtres pour qui l'hiver avait cessé d'être un obstacle. L'effet psychologique de cela fut colossal. Le monde barbare réalisa qu'il n'avait plus de répit, plus de saison où se détendre sans attendre le coup de la Légion. Après la fin de la guerre et le retour triomphal à Rome, les mesures temporaires d'isolation thermique furent consolidées comme la nouvelle norme de la mode et de la fonctionnalité militaire. Les sculpteurs, gravant les reliefs sur la colonne Trajane, ont enregistré cette transition avec une précision documentaire. Ils ont représenté les soldats, non pas dans des images antiques idéalisées, mais dans ce qu'ils portaient réellement au combat. Des pantalons et des bottes fermées. Ce qui avait commencé comme un emprunt honteux aux barbares et une rupture avec les traditions ancestrales, se transforma en un symbole de professionnalisme et d'adaptabilité. L'armée romaine avait appris une leçon cruelle. Pour posséder le monde, il fallait être prêt à changer, même si cela signifiait abandonner des symboles séculaires pour sauver ses orteils. Les Campaggi et les Bracca cessèrent d'être une simple bizarrerie des garnisons du Nord et commencèrent à se répandre dans tout l'Empire, devenant le prototype de l'uniforme militaire du Moyen Âge et des temps modernes. Mais derrière tous ces succès stratégiques et ces changements de règlement, se cachait une question simple et glaçante, que chaque vétéran de cette guerre se posait en regardant ses cicatrices. Les cicatrices sur les jambes des vétérans des guerres daces se refermèrent,
se transformant en un tissu rugueux et durci, ressemblant au cuir même dont étaient faites leurs bottes salvatrices. Mais avec les blessures se referma aussi l'ère du légionnaire classique marchant en sandales. Le monde romain changea à jamais d'apparence, acceptant le fait que la survie était plus importante que l'esthétique. Au IIIe et IVe siècle de notre ère, les bottes hautes et fermées cessèrent d'être une mesure d'urgence pour les frontières du Nord et devinrent la norme non seulement pour les soldats, mais aussi pour l'élite même de l'État, s'élevant de la boue des tranchées au marbre des palais. Cette transformation de la nécessité militaire en un symbole de pouvoir suprême trouva son reflet dans un type de chaussures particulier que seuls les dirigeants pouvaient porter, soulignant leur lien avec l'armée et leur préparation à toute épreuve. Les bottes hautes luxueuses, teintes d'empourpre et ornées de pierres précieuses, qui devinrent une partie des vêtements impériaux dans le bas empire romain et à Byzance, étaient appelées campaghi impériales. Cette même botte, née dans la douleur et le sang sur le Danube gelé pour sauver les orteils du simple fantassin de la gangrène, foulait désormais les sols en mosaïque des salles du trône de Constantinople. Ce fut la plus grande ironie de l'histoire. La technologie barbare, méprisée par les Cicérons et les Catons, devint un attribut sacré du pouvoir, sans lequel l'empereur ne pouvait être considéré comme un souverain légitime. Mais pour l'art militaire, l'héritage de ces campagnes hivernales se révéla encore plus significatif, car c'est à ce moment-là que furent établies les normes que l'humanité utilise encore aujourd'hui. Les bottes militaires modernes qui fixent fermement la cheville, l'épaisse semelle crantée, le système de chaussettes multicouches, tout cela sont des descendants directs de ces expériences artisanales menées par les légionnaires gelés près des feux de Vindolanda et d'Adamclisi. Rome est tombée, ses aqueducs se sont effondrés, et ses routes ont été envahies par l'herbe. Mais le concept de la guerre d'hiver et la réponse technologique aux défis de la nature ont survécu à l'Empire pendant des milliers d'années. L'histoire de l'hivernage romain n'est pas seulement un récit du remplacement des sandales par des bottes. C'est la chronique de la manière dont la volonté humaine brise les circonstances lorsqu'il n'y a nulle part où reculer et que la nature veut vous tuer. Nous sommes habitués à voir les Romains comme une machine de conquête impersonnelle. Mais dans les congères de Dacie, ils n'étaient que des hommes, tremblants de froid, effrayés, mais refusant de se rendre à l'abîme glacé. Ils ont prouvé qu'il n'y a pas de force dans la nature qui ne puisse être vaincue par la discipline, l'ingéniosité et un morceau de cuir correctement tanné. Leur expérience nous enseigne que l'adaptation est la seule monnaie qui compte en période de crise, et que parfois, pour conserver son essence, il faut changer complètement sa forme. En regardant les vitrines archéologiques, où reposent ces morceaux de cuir ridés et noircis par le temps, ornés de clous rouillés, nous ne voyons pas des détritus, mais un monument à l'entêtement humain. Et maintenant que vous savez par quel enfer glacé ces hommes sont passés, et quel prix ils ont payé pour chaque pas sur la carte enneigée de l'Europe, regardez vos propres chaussures. En laquant vos chaudes bottes d'hiver avant de sortir, vous accomplissez un rituel payé par des milliers de pieds romains amputés. À cet instant, lorsque le vent froid vous frappera au visage, posez-vous la dernière et la plus importante question. Avons-nous encore, entourés de confort et de technologie, la même volonté de fer qui les forçait à avancer lorsque le sang gelait dans leurs veines? Ou n'avons-nous hérité d'eux que les bottes, en perdant leur âme?